Merci. Voilà, donc le dernier volet avant la synthèse de Guillaume. Je repasserai donc le micro à Guillaume pour la fin. Donc le troisième volet, c'est un volet qui interroge, qui explore les relations entre le monde académique donc, et le monde socio-économique. Donc, comme pour les deux premières, on va commencer par un tour de table des intervenantes et des intervenants, en commençant par Christelle, peut-être. Avec plaisir. Bonsoir, merci. Christelle Cellier, je suis directrice déléguée de la mission Med-Vallée à la métropole de Montpellier. Bonsoir, Maxence Beauvarlet. Je suis auto-entrepreneur enseignant dans le domaine du numérique, mais plus particulièrement pour ce soir, je suis concepteur d'applications et de jeux vidéo. Essentiellement, plus précisément, les jeux vidéo qu'on appelle ludiques, donc ceux par lesquels on va apprendre des choses. Et donc, c'est cette casquette que j'aurai ce soir en tant que game designer donc d'Atlantide. On en parlera un petit peu plus tard avec Jean. Voilà. Je me suis présenté tout à l'heure, donc Eric Serval, juste pour dire que au-delà de mes fonctions de directeur du Centre international UNESCO, je suis aussi vice-président du pôle Aqua-Vallée, qui est un cluster d'entreprises, d'organismes de recherche et de laboratoires dans le domaine de l'eau qui regroupe à peu près 270 ou 280 membres. Voilà. Je me suis déjà présentée, je ne vais pas le refaire, mais juste dire que voilà, dans cette table ronde, il y a des liens quand on est informaticienne ou informaticien, des liens forts qui se tissent avec plein de domaines, dont les domaines dont on va parler et les acteurs qui sont ici présents. Bonsoir, donc Jean Vivier, jeune docteur, depuis 2 mois. J'ai réalisé ma thèse sous la direction de Florence Marc, qui s'intitulait Jean Deschamps et Shakespeare, une aventure théâtrale en Occitanie. Merci. Les présentations étant faites, je vais vous donner la parole pour que vous nous présentiez donc Je vais commencer. Votre projet. Il va falloir que je vous explique comment je suis passé du dépouillement d'archives du fonds Jean Deschamps, des archives départementales de l'Aude, à la réalisation d'un jeu vidéo d'enquête géolocalisée gratuit, grâce à Atlantide, parce que je n'aurais pas pu le faire tout seul. Pour vous expliquer déjà peut-être qui est Jean Deschamps, c'était un des pionniers de la décentralisation théâtrale française, qui a développé dans le sud-ouest une douzaine de festivals de théâtre populaire. Donc mes recherches portent sur le théâtre, la place de Shakespeare et la fonction de Shakespeare dans le théâtre populaire français, et plus particulièrement dans le sud-ouest et au cours de la décentralisation théâtrale. Jean Deschamps a relancé en 1957 le festival de la Cité de Carcassonne. On a fait le 2e festival de France après Avignon. Et sa spécificité, il se faisait appeler le bâtisseur parce qu'il valorisait le patrimoine national en construisant ou en rénovant carrément en construisant des théâtres. Donc il a construit une douzaine de scènes de théâtre en plein air tout autour du bassin méditerranéen. Et un exemple précis sera le théâtre de la Mer à Sète, que vous devez tous connaître, qui a été construit à son initiative en 1960 sur les ruines de l'ancien fort Saint-Pierre, qui avait été détruit par la guerre et qui avait été bâti au départ en 1800. Au XVIIIe siècle, pardon. Donc voilà, Florence Marc, au cours de ses recherches sur les festivals en Occitanie, a rencontré la veuve de Jean Deschamps dans un théâtre de plein air qu'il avait construit tout seul à 70 ans avec un bulldozer dans son terrain. Et elle découvre à cette occasion-là qu'elle a donné toutes les archives personnelles de son mari aux archives départementales de l'Aude, donc des milliers de documents. Et en voyant le catalogue de l'exposition qui s'appelait Jean Deschamps 20 ans de festival au théâtre de la Cité, elle découvre, en tout cas on émet une hypothèse que Shakespeare est l'auteur le plus monté dans son festival à Carcassonne entre 1957 et 1974. C'est de là qu'est né le projet de recherche qui m'a été confié. Et nous avons donc, vu qu'il y avait un fort attachement à la région Occitanie, on a postulé, nous avons candidaté à l'allocation doctorale région en 2019. Et nous avons été d'ailleurs les premiers lauréats en arts, lettres, langues, avec conjointement à notre projet de recherche dans ce même domaine d'études, à obtenir ce contrat doctoral, ce qui fait que la région a financé 50% de ma thèse. En échange, il fallait que je
fournissent un livrable, donc une application concrète de ma recherche. Et nous avons imaginé un outil de valorisation immersif pour faire découvrir l'aventure théâtrale de Jean Deschamps et de Shakespeare. Donc j'ai été accompagné par la DIVEP, le département de l'innovation, de la valorisation et de la professionnalisation de Paul Valéry. Et au cours d'une réunion, une consultante extérieure de la Société d'accélération et du transfert technologique, la SAT Accélère Occitanie, nous a parlé d'Atlantide. Parce que nous cherchions évidemment quelqu'un qui aurait les capacités techniques pour réaliser un jeu, capacités que je n'avais évidemment pas. C'est ainsi que j'ai rencontré Atlantide et que Maxence va vous présenter en quelques mots. Très bien, merci Jean. Donc Atlantide, c'est une start-up montpelliéraine qui propose aujourd'hui plusieurs applications numériques pour enseigner l'histoire de façon plus ludique. Aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur une d'entre elles qui s'appelle donc Atlantide. C'est plutôt pratique. Et donc dans cette application, on va plonger le joueur dans une expérience géolocalisée dans différentes villes du monde. Les joueurs sont des sortes d'agents spéciaux du futur qui doivent remonter à certains moments du temps pour faire en sorte de protéger l'histoire. Donc, sous couvert de cet univers, ils sont amenés dans certaines villes et à certaines époques pour résoudre des énigmes basées sur l'histoire et le patrimoine. Donc, en s'amusant, on leur apprend l'histoire de la ville en question. Voilà. Et sachant que c'est géolocalisé, ils sont réellement sur place et donc ils doivent se balader dans les villes en question pour résoudre ces énigmes-là. Lever les yeux, toujours regarder les statues, les bâtiments, les édifices et être un petit peu plus proche de l'histoire en France et ailleurs. Voilà, donc voilà ce que fait Atlantide. Et donc, on a la chance de travailler avec des gens passionnés et passionnants, dont Jean par exemple, qui sont là en tant que garants historiques parce que alors ok, j'ai les connaissances techniques, mais pas du tout les connaissances historiques. Donc c'est pour ça que c'est super de travailler avec ce genre de personnes passionnés dans le domaine historique, essentiellement pour nous, pour en apprendre plus et avoir les vraies informations à divulguer à nos joueurs pour qu'ils puissent les apprendre de façon plus ludique. Voilà, donc je reprends la parole. C'est vrai que devant l'engouement de Romain, qui est le PDG de Atlantide, et de Maxence, que j'ai rencontré à cette occasion, on a postulé pour un projet prématuration région et on a été financé par la région Occitanie une fois de plus pour réaliser ce jeu, pour embaucher en fait Atlantide. Et on a réalisé ce jeu, Apparition soudaine. Vous avez la page de présentation sur la droite, qui est sorti qui a été mis en ligne en 2021, en juin 2021, c'est ça, je crois. Oui. Voilà. Et peut-être que tu peux expliquer. Bien sûr. Le jeu. Ouais. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde, donc je vais déjà expliquer un petit peu ce qui va se passer, peut-être Jean. Donc on va vous faire tourner quelque chose en même temps que je parle pour vous expliquer un petit peu, pour contextualiser ce qu'on va avoir. À gauche, ce sera la vision, comme vous l'avez compris, c'est géolocalisé, donc les joueurs sont réellement sur place. Donc à gauche, on a simulé la vision du joueur. Et à droite, on a ce qu'il a sur le téléphone réellement. Donc pour avoir les deux, bien sûr, il faut qu'il soit sur place. Et donc à droite, on aura tous les personnages non joueurs, toutes les rencontres que va avoir le joueur et les documents auxquels il aura accès pour les énigmes, etc. Tout est bien sûr numérisé. Voilà. Donc dans cette mission qui s'appelle Apparition soudaine, Lucas, qui est le guide qui va aider le joueur tout au long du parcours, qu'on retrouve juste là à droite, va donner un ordre de mission au joueur pour qu'il sache quoi faire. L'agence Atlantide, donc les agents garants de l'histoire, ont intercepté un document faisant mention de Shakespeare. Il serait à Carcassonne dans les années 1586, donc à l'année 1586, pardon. Or, aucune archive prouve ce fait. Donc, sous couvert de cet événement, on envoie les joueurs à cette époque-là. Le joueur doit donc aller enquêter sur ce qui se passe. Mais il se retrouve très vite, finalement, confronté à un problème plus profond, puisque, en fait, Shakespeare n'était qu'un leurre. Parce que c'est pas du tout la cible des malfrats temporels, puisqu'il souhaite finalement attenter
ou enlevé ou kidnappé, on ne sait pas encore, Jean Deschamps, que vous voyez donc sur la droite. Donc notre but, le nouveau but du joueur, qui est à ce moment envoyé en 1960, bien sûr, ce sont des époques différentes, donc il est renvoyé en 1960, il doit donc poursuivre son enquête, mais le but, l'objectif final a changé, il ne doit plus retrouver Shakespeare, mais il doit retrouver Jean Deschamps et le protéger pour faire en sorte qu'il ne soit pas atteint par ces kidnappeurs du futur. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une vision de... Je vais laisser dérouler. Voilà, on va laisser dérouler un petit peu. Donc moi, ma place dans tout ça, c'était de trier il y a 780 dossiers d'archives dans le fonds de Jean Deschamps qui n'a jamais été exploité scientifiquement jusqu'alors. Et il fallait que je trie et que je sélectionne les documents les plus pertinents pour créer cette application. Ensuite, on a eu beaucoup de discussions. En gros, c'était un échange de savoir-faire, un savoir-faire technique, un savoir-faire d'archiviste. Et ça m'a permis, par exemple, de demander à Maxence de changer le point de départ et d'arrivée du jeu. Je crois qu'il m'en veut encore aujourd'hui. Ça va. Je me suis soigné. Et on a participé à des rencontres au Salon du Tourisme, qui avait été le premier Salon du Tourisme de Carcassonne, où on a été invité pour que la ville puisse diffuser notre jeu auprès des personnels de l'hôtellerie, etc. et permettre d'accéder à ce jeu, qui, je le rappelle, est gratuit. C'est très important pour moi. Et voilà, et donc c'était un vrai plaisir de travailler avec cette super équipe et de créer cette application concrète. Et ben c'était un plaisir partagé en tout cas. Parfait, timing parfait. Pardon. Merci pour cette présentation. Donc ça illustre aussi que les sciences humaines et sociales, alors on l'a déjà vu dans la table ronde précédente, puisque c'était un contrat-cifre, mais ça illustre que les sciences humaines et sociales peuvent aussi rentrer en contact avec le monde socio-économique. Anne, Eric et Christelle, peut-être que l'un de vous veut donner un autre exemple de contact, peut-être en commençant par Medvalley. Expliquer un peu ce que c'est que Medvalley. Alors Medvalley, c'est une stratégie de développement économique et d'aménagement du territoire. Une stratégie de développement économique pour finalement favoriser la rencontre, la mixité, les regards croisés, et pour fixer de l'emploi sur le territoire. Donc c'est l'objectif que notre maire président Michael Delafosse nous a donné, tout faire pour favoriser le transfert de technologies et accompagner, accélérer, faciliter la création d'entreprises, l'emploi de demain, la santé du futur. Donc ce projet, cette initiative, elle est fondée sur le concept de santé globale, One Health au centre de l'OMS, et nous sommes directement adossés à ce que l'Université de Montpellier a structuré avec Nourrir, Protéger, Soigner. On est structuré dans ce sens pour à la fois avoir un regard nouveau, innovant, dans le sens où, vous le disiez tout à l'heure, quand on regarde une seule thématique, une seule spécialité, parfois on est clivant. L'idée, c'est de faire de la fertilisation croisée entre le monde et les thématiques de la santé, de l'environnement et de l'agronomie, alimentation et agriculture. Voilà cette originalité du projet, c'est de pouvoir faire en sorte que à la fois ces thématiques soient croisées, mais pas que, puisque nous avons en fait au départ travaillé avec les acteurs, des enseignants, des chercheurs, des entrepreneurs et des institutions. Et finalement, une communauté s'est créée, et cette communauté, elle s'est créée dans un temps qui était un peu post-Covid, où les gens ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et il y a eu une adhésion particulière à ces regards croisés, à cet enrichissement commun. On a travaillé dans le sens de en quoi Montpellier peut devenir un pôle mondial d'excellence en santé globale. Notre maire président nous disait souvent l'excellence de la recherche que vous représentez ici n'est pas suffisamment connue et les entrepreneurs ne la croisent pas suffisamment pour pouvoir avancer dans leur croissance, dans leur développement. Donc voilà, donc le projet il est celui-ci
Et nous avons un plan de 30 actions avec l'ensemble de la communauté. Il a été vraiment réfléchi avec l'ensemble de la communauté. Et donc, la rencontre que vous avez structurée, l'expertise de la SAT à vos côtés, nous, aujourd'hui, dans le projet, on croise des exemples tous les jours, notamment de prédictions d'événements et d'épisodes pluvieux. Voilà, un certain nombre de contraintes qui sont, on va dire, dépassées, analysées, anticipées par ces systèmes numériques. On a effectivement plein d'exemples de sociétés montpelliéraines qui sont adossées à la recherche et à l'excellence de la recherche sur notre territoire. Et on va les accompagner, faciliter leur développement. Merci. Et alors, est-ce que c'est simple d'établir ces contacts, Eric, de votre expérience? Alors, est-ce que c'est simple? Non, là aussi, je veux dire, c'est trop facile d'avoir une position qui soit tranchée. Parfois, ça marche très bien, parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Arriver à établir des connexions entre des mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler initialement, c'est parfois difficile, il faut quand même le reconnaître. Ça demande de la part des interlocuteurs de chacun des bords, en fait, comment dire, une volonté de converger. Et ensuite, moi je me rends compte d'un certain nombre de choses, c'est que finalement, il y a aussi un problème auquel on a à faire face souvent, c'est que par rapport à ce que sont les entreprises, le temps de la recherche et le temps de l'entreprise ne sont pas les mêmes. Et donc faire converger dans une optique à un moment donné de pouvoir transférer, ça n'est pas toujours simple. Et surtout, je crois qu'il faut pas faire d'économie de temps préalable. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se parlent, les gens discutent, les gens échangent, et qu'à un moment donné, ils soient absolument persuadés de ce que leur intérêt mutuel est effectivement de travailler ensemble, de transférer, de se rapprocher, etc. Si ça n'est pas le cas, on va à l'échec. Et donc, on peut avoir une idée qui va être une idée géniale, on peut avoir une idée dont on sent qu'elle va permettre d'avancer dans une certaine forme de transversalité, on peut avoir une idée dont on est persuadé, par exemple, en tant que chercheur, qu'elle va déboucher sur de l'innovation et que donc elle va forcément intéresser l'entreprise. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut vraiment pas faire l'économie de ce temps de discussion préalable de façon à s'assurer qu'il y a une vraie convergence. Je ne vais pas dire une vraie convergence juste, d'ambition, non. Il y a une vraie convergence pragmatique vers une convergence d'intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes, mais à un moment donné, il faut que les intérêts des uns et des autres se retrouvent. Sans ça, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. Et on va parfois, du coup, à l'échec. Et la situation d'échec, alors on apprend des échecs, mais la situation d'échec, elle n'est pas forcément confortable, ni pour les uns, ni pour les autres. Merci. Est-ce que la faible reconnaissance du doctorat dans le monde privé joue un rôle important? Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter sur le doctorat, Anne. Alors, je veux bien. Alors, je ne suis peut-être pas représentative parce que je suis informaticienne et il y a beaucoup de recrutement d'informaticiens. Donc, toutes les entreprises sont à la recherche de profils d'informaticiens. Mais c'est vrai que le doctorat, alors on pourrait réfléchir ensemble aux raisons pour lesquelles c'est le cas, mais en France en tout cas est mal connu, peu reconnu et mal exploité parfois par les entreprises qui n'y voient pas toute la valeur et toutes les forces et la puissance que ça représente, cette capacité de s'imprégner de la démarche scientifique, de douter, ça a été dit tout à l'heure, je crois par Olivier, de tous ces principes de scientifiques, en même temps qu'il faut que nous aussi on s'interroge en tant que directeur de thèse, et c'est le cas aussi de comment est-ce qu'on peut mieux former, informer, sensibiliser les doctorants pour cette entrée potentielle vers l'entreprise. Je pense que
quelque chose qui a été dit aussi, il faut qu'on se connaisse mieux. Les belles histoires qui se passent en ce moment sur les relations entre scientifiques et entreprises, elles viennent pas de nulle part, selon moi, et notamment à Montpellier, elles viennent de petites graines qui ont été semées depuis plein d'années, de creusets de rencontres qui ont été là. Je pense au COSTI notamment, je pense à des lieux de rencontres qui, au fur et à mesure des réunions, des années, font qu'on s'est connus, reconnus et qu'on se croise. Et puis des années plus tard, ça se fait. Il y a des clics, je ne suis pas sûre qu'on puisse tous les expliquer, mais qui se font. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister et témoigner de cette bidirection dans lesquelles les choses se font, et je voudrais vraiment remercier nos 2 héroïnes du jour d'avoir mis cette double flèche. Je pense que c'est vraiment important, on se nourrit les uns les autres, et on parle souvent de transfert, de valorisation du monde scientifique vers, mais vraiment il y a ce retour qui est énormissime, en tout cas pour mon cas, ça nous nourrit sur nos questions scientifiques. Ça nous nourrit sur les résultats qu'on a. Alors encore plus quand on est enseignant, chercheur. Moi, la plupart de mes enseignements ont été beaucoup nourris de ces relations qui peut-être au début étaient une sorte de transfert vers, mais qui en fait me sont revenus encore plus fortement vers ce que j'y ai gagné. Donc je pense que pour les doctorants, pour revenir à ta question, c'est ça qu'il faut qu'on montre et qu'on démontre encore plus fortement. Il y a quand même des dispositifs qui sont là maintenant pour les entreprises qui font que les choses se sont beaucoup améliorées, en tout cas pour les informaticiens. Je me permets juste de rebondir, puisqu'étant un nouveau docteur mais un ancien doctorant, j'en sors à peine. C'est vrai qu'en sciences humaines et sociales, c'est beaucoup plus difficile. Il y a peut-être 7% des doctorants qui arrivent à travailler dans l'enseignement supérieur, alors que 90% des doctorants voudraient travailler dans l'enseignement supérieur. Si bien que ça a été une grosse conclusion de ma thèse, un coda même de ma thèse, de parler de ces questions de valorisation. Grâce au projet avec Atlantide, ça m'a ouvert sur d'autres questions, et ils m'ont appris également. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi un intérêt commun qui était là, mais qui n'était pas un intérêt financier au final. J'ai insisté sur le fait que mon GT est gratuit, c'est que j'avais le choix d'en faire un jeu payant et d'héberger cette application sur un site qui aurait été réservé à l'IRCL, ou de l'intégrer dans l'univers d'Atlantide et d'en faire un jeu gratuit qui ne rapporterait pas d'argent à Atlantide ensuite. Mais l'intérêt est de valoriser le savoir-faire de cette entreprise et mes connaissances académiques. Et en sciences humaines et sociales, c'est vrai que c'est encore très difficile. J'imagine qu'en informatique, c'est peut-être plus facile d'aller vers l'entreprise, mais dans les sciences humaines, malheureusement, c'est encore un long combat. Et je pense que le chemin vers les entreprises passe aussi par tous ces événements de valorisation, et aussi par l'intérêt des entreprises pour la recherche, et pas forcément que l'intérêt de la recherche pour les entreprises, comme vous le disiez. Est-ce qu'on a suffisamment de lieux informels d'interaction entre le monde académique et le monde socio-économique ? Suffisamment de lieux informels, c'est peut-être justement la problématique, c'est-à-dire que nous retrouvons en tout cas à produire du lieu formel. Les échanges ne sont pas formels, mais en tout cas, vraisemblablement, il y avait quand même un manque de temps de croisement. Et dans le cadre de Medvalley, on s'est vraiment aperçu que c'était important, et c'est ce que plébiscitent les acteurs. Et dans votre cas, à tous les deux, comment vous vous êtes trouvés en fait ? Pourquoi Atlantide alors que y a d'autres, il y a Ubisoft dans le coin, il y a qu'est-ce qui vous a rendu visible finalement de la communauté académique ? Déjà, on est mieux qu'Ubisoft. Comme je vous le disais, nous on a lancé un projet avec Florence Marc de création d'une application immersive, mais avec une connaissance très réduite. Moi j'ai étudié ensuite la réalité virtuelle, la réalité augmentée dans la rédaction de ma thèse, pour savoir de quoi je parlais un peu, mais je n'avais absolument aucune compétence technique, et on avait juste l'idée de valoriser l'aventure de Jean Deschamps et Shakespeare par une application de réalité augmentée pour pouvoir obtenir cette bourse. Et c'est lors d'un entretien avec la DIVEP où eux-mêmes n'avaient pas trop d'idées que Eva Soteras, dont je parlais tout à l'heure, qui était là en tant que simple consultante extérieure bénévole,
qui a eu un déclic en me disant qu'elle avait rencontré Atlantide, Romain, le PDG, quelques jours avant, et qui m'a dit ce sont des gens qui valorisent le patrimoine. Tu as l'air de me dire que Jean Deschamps avait un vrai amour de l'architecture et du patrimoine, et il travaillait en lien avec les monuments nationaux. Et donc c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de nous présenter. Et ensuite c'est moi qui les ai contactés par l'intermédiaire de l'université. Et puis c'est des réunions, et puis c'est aussi, il y a eu effectivement une rencontre humaine et une curiosité, je pense, mutuelle de Romain pour mon travail et moi pour le leur, je crois, tout simplement. C'est ça. Si je peux juste rajouter un petit truc, en fait, finalement pour nous, c'était un petit peu une aubaine parce que c'est toujours un petit peu compliqué de trouver des gens autant passionnés et avec surtout autant de connaissances pour valider tous les faits historiques qui est, pour Atlantide, c'est vraiment primordial que toutes les informations soient validées. Et on n'est pas historien, nous on est informaticiens, on est des joueurs, on est des gamers, donc on n'a pas ces connaissances historiques. Donc quand Jean est venu nous voir avec son idée, c'était juste une super aubaine. En plus d'être une très bonne rencontre humaine, en effet, nous on apprend énormément des historiens avec qui on travaille, et d'autant plus quand ça se passe aussi bien et qu'on peut avoir un discours très ouvert avec la personne. Alors oui, changer le début et la fin de la mission, certes, mais bon, c'est pas grand chose pour avoir une très belle mission avec de beaux faits historiques, en fait. Voilà. Oui, je crois qu'on n'a pas spécifié que du coup le joueur a accès à des documents d'archives authentiques au fur et à mesure du jeu. Et aussi à des informations. Donc quand on parle du fait que Shakespeare est en danger à Carcassonne, c'est parce que j'avais lu un article qui disait qu'il aurait été dans un tout petit village de l'Aude, et c'est vrai qu'il y a un vide historique de 10 ans où on ne sait pas ce que Shakespeare a fait, mais tous les historiens vont s'accorder à dire qu'il n'a jamais quitté l'Angleterre. Donc on précise ça aussi au fur et à mesure du jeu, c'est pas non plus juste une accroche stérile. Mais en tout cas, le but était aussi de donner accès à mes archives, à mes recherches sur lesquelles je me suis basé pour écrire ma thèse, et qui sinon resteraient enfermées aux archives départementales de l'Aude. Donc c'est vraiment un outil de valorisation, tant du savoir-faire d'Atlantide que de mes recherches. Voilà. Et comment les archives ont réagi ? Comment les archives de l'Aude départementale ont réagi par rapport à ça ? Elles sont absolument ravies que des personnes qui viennent visiter la cité de Carcassonne, du fait qu'on les mentionne évidemment, les crédits sont toujours là, mais elles sont absolument ravies qu'on puisse ouvrir, je vais dire grand public, qu'on puisse ouvrir aux visiteurs de la cité de Carcassonne, donc à un certain public touristique, ou pas d'ailleurs, de locaux aussi qui jouent à ce jeu. Elles sont ravies qu'on puisse découvrir l'histoire de Jean Deschamps, puisque le grand théâtre de la Cité est devenu théâtre Jean Deschamps en 2006, mais la plupart des Carcassonnais ne savent pas vraiment qui était cet homme. C'était quelqu'un de très discret. Donc les archives sont assez contentes que leur tri aussi, parce qu'ils ont participé au dépouillement et à la classification de ces archives pendant peut-être 1 an. C'était énorme le nombre de documents qu'ils avaient. Et le fait que ces documents ne restent pas juste dans des cartons et puissent être diffusés, ça les réjouit autant que nous, je pense. Très bien. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Non. Il y a quelqu'un qui veut dire un mot à côté de moi. Oui, parce que je voulais juste dire un mot parce que finalement, dans ce qui vient d'être dit là, de ce que Christelle dit des espaces de rencontres, de concertations formelles ou non formelles, de ce que nos amis viennent d'expliquer sur la manière dont ils ont travaillé ensemble, de ce qu'on a dit. Je trouve qu'il y a quelque chose qui me semble important. Le monde socio-économique, on parle souvent de la sphère socio-économique, la sphère académique, qui peuvent apparaître comme 2 sphères complètement disjointes finalement d'une certaine manière. Et en fait, il faut bien qu'à un moment donné, on arrive à faire en sorte que ça se rapproche, que ça se touche, voilà. Donc, et moi, ce que je ressens, en tout cas, avec mon propre background, moi, je suis dans un domaine, le domaine de l'eau, où inévitablement, les scientifiques sont régulièrement en contact avec les entreprises. On est un domaine qui est un domaine dans lequel l'application, la finalisation de nos travaux est importante et je vais dire presque immédiate. Et donc on a Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans finalement tous les domaines, il faut accepter à un moment donné de sortir de sa zone de confort. Parce que si on ne sort pas de sa zone de confort,
de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on connaît. On n'est pas capable finalement d'intégrer les besoins, les demandes, la manière dont c'est exprimé, c'est important, la manière dont c'est exprimé quand ça vient, je dirais, de l'autre sphère. Et je crois que il faut avoir cette ouverture d'esprit. Alors il faut la provoquer parfois, c'est ce que par exemple quand Medvalley organise des after-work, c'est précisément un endroit où les chefs d'entreprise vont rencontrer des directeurs de laboratoire ou des directeurs d'équipes de recherche. Et c'est précisément à ce moment-là, ça veut dire que si les gens sont là, c'est qu'ils ont envie de rencontrer les autres. Et donc il va falloir en profiter, il va falloir s'appuyer sur cette envie partagée pour à un moment donné peut-être faire naître des projets du type de celui que vous nous avez présenté, et dont on va dire peut-être qu'au départ, il était relativement improbable. En tout cas, d'après ce que vous venez de dire, ça paraissait relativement improbable dans vos perspectives peut-être. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant, cette capacité qu'on peut avoir et qu'il faut encourager à sortir de sa propre sphère pour aller prendre conscience de ce que font et demandent les autres. Voilà. Merci. Est-ce qu'une question a émergé ? Il y a une chose, moi, qui me frappe dans cette table ronde, c'est qu'au final, les entreprises qui sont impliquées, j'ai l'impression, sont demandeuses de science, mais ne sont pas génératrices de science. C'est-à-dire que la recherche se fait dans les laboratoires publics et les débouchés industriels se font dans les entreprises privées. Mais il y a également de la recherche qui est faite dans les entreprises. Et on en a très peu parlé, en fait, de ça. Et notamment, peut-être, ce que mentionnait Anne, c'est-à-dire que les flux vont dans les deux sens. Et si je ne me trompe pas, il y aura peut-être des astrophysiciens ou des astrophysiciennes parmi vous, mais il me semble que l'astrophysique, au départ, est née dans les laboratoires Bell d'une antenne qui avait du bruit et d'un problème donc extrêmement concret qui était mais d'où vient ce bruit ? Bon, il se trouve que ce bruit, il était dû aux étoiles. Et il nous a appris beaucoup sur l'univers. Mais on a découvert ça parce qu'une entreprise, au sein de ses services, a cherché à comprendre d'où venait le bruit sur une... Est-ce qu'on a ce genre de démarche également dans la région de Montpellier ? Si je peux me permettre, le doctorat de Adèle qui parlait tout à l'heure, c'est un doctorat en entreprise. Il y a les contrats CIFRE qui se développent. Tout à fait. Et qui permettent de faire de la recherche. C'est un EPIC en l'occurrence là, donc non, c'est en entreprise réellement. C'est en association, voilà, c'est ça. C'est le Printemps des comédiens, c'est une association, mais le contrat CIFRE peut s'appliquer à n'importe quel domaine et dans n'importe quelle entreprise privée pour le coup. Tout à fait, oui. Voilà. Oui. La recherche se fait aussi dans les entreprises, mais il y a des entreprises qui ont des activités de recherche qui sont extrêmement importantes, qu'elles financent dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine des services autour de l'eau, des services autour de l'environnement. Il y a des entreprises, des grands groupes, Veolia, Suez, ont des laboratoires de recherche qui sont extrêmement performants, avec des scientifiques de grande qualité. Mais en revanche, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça demande des moyens qui ne vont être accessibles qu'à partir d'un certain niveau de capacité de financement. Et ça, c'est évidemment à prendre en compte dans la capacité des entreprises à générer elles-mêmes de la recherche. Et après, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il puisse y avoir des interactions entre des entreprises privées qui font de la recherche et des laboratoires publics qui font de la recherche aussi, parce que il y a forcément des interactions à développer et de l'innovation qui naît de ça, en fait. En deux mots, peut-être une piste de réflexion. Dans la recherche qui se fait dans l'entreprise, il y a effectivement des moyens, on est dirigé vers une recherche appliquée. Dans la recherche publique, il y a la notion de temps qui joue, et avec de la recherche fondamentale qui peut durer, qui n'a pas forcément une applicabilité, et les deux, immédiate, je veux dire, et les deux s'assimilent l'un à l'autre, en fait.
Oui, juste pour vous dire que dans le cadre de Med Valley, on a tous les niveaux d'entreprise et donc celles qui ont aussi de la R&D intégrée dans leur activité et qui vont être intéressées à la fois pour être au contact des chercheurs, mais aussi des startups. Et donc des coopérations peuvent se nouer entre des grands groupes qui ont, ou des grandes entreprises dont Sanofi, voilà, Veolia aussi, qui sont dans notre communauté et qui vont pouvoir, comme cela, à la fois eux, faire connaissance avec des nouvelles découvertes et des nouvelles innovations, et peut-être aussi accompagner des startups ou des chercheurs dans leur progression vers ce transfert de technologie dont on parlait tout à l'heure. Et justement, mais c'est peut-être la même chose ou pas, mais c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu qu'il y a un article dans le dernier supplément Sciences de David Larousserie qui fait un constat assez sombre sur le fait que le monde académique, en gros, a perdu la bataille et que les entreprises privées ont des investissements tellement importants dans ce domaine-là que le monde académique potentiellement ne pourra pas rattraper, avec un problème énorme qui est un problème au niveau de la réglementation. Il faut au moins que l'État soit capable de comprendre ce qui se fait dans le domaine de telle manière à le réglementer. Donc je ne sais pas du tout si c'est de ça que tu voulais parler, mais en tant qu'informaticienne, peut-être que tu peux commenter là-dessus. Ah, je peux essayer de commenter. Alors souvent, le danger de parler de l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'est pas sûr d'être d'accord sur la définition de base. Donc, il faudrait peut-être déjà discuter de ça, mais effectivement, la définition d'intelligence artificielle qui est actuellement prise et commentée, et notamment dans je pense, ce que tu as en tête, est une définition pas très large de ce qu'est l'intelligence artificielle, avec des domaines d'application qui nous étonnent par leur apparition, alors certes soudaine, mais de manière sous-jacente au niveau de la recherche et des modèles pas si soudains que ça. Mais il y a un point de rupture, c'est indiscutable qu'il se passe des choses. La question de savoir si, en gros, la recherche publique a perdu le pas, c'est ça, par rapport à l'entreprise ? Non. Sans doute que ce qui est en train de se passer, c'est que effectivement la porosité qui était déjà existante, j'allais revenir là-dessus sur les entreprises qui font de l'informatique font beaucoup de R&D, et notamment à Montpellier, il y a énormément d'efforts de R&D au sein des startups, mais aussi des plus gros groupes, et notamment présents à Montpellier, sur les questions d'intelligence artificielle aussi. Donc certes, il y a peut-être aussi de l'attractivité à retrouver pour nos étudiants. Je me tourne vers Gladys, pour nos élèves ingénieurs, pour qu'ils restent dans ces sphères et qu'ils fassent de la belle science, et qu'ils ne passent pas tous vers l'entreprise. Mais il y a de la belle recherche dans les entreprises, déjà, première chose. Il y a de la belle recherche en collaboration entreprise et nos laboratoires, et ça c'est bien. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse. Et puis les efforts de recherche et les résultats de la recherche dans nos laboratoires sont pas si mauvais que ça, voire bons, voire très bons parfois. Et cet effort du temps long qui a été dit et redit et martelé, en fait, oui, certes, peut-être que aujourd'hui telle entreprise ou telle autre a tel résultat, etc. Mais c'est pas grave, nous on est là, on avance, les choses se font, on continue. On est sur des thématiques au sein des laboratoires de recherche qui sont peut-être moins haut de l'affiche. On est aussi sur les thématiques qui sont en haut de l'affiche, mais on est aussi sur des thématiques qui restent présentes, parce qu'on anticipe que ça va rester important, parce qu'on a une vision peut-être plus large que ce qui en est dit. Et non, on n'a pas perdu. Voilà, je vous propose donc de clore ce troisième volet. Donc merci beaucoup aux intervenants et intervenantes. Et donc, je repasse le micro à Guillaume pour l'exercice suprêmement difficile de faire une synthèse de tout ça. Ah oui, alors quand on m'a proposé de faire la synthèse de l'événement, concrètement, sur le papier, c'était difficile. Mais là, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Donc, bien sûr, je vais
Je ne vais pas prendre très longtemps parce que déjà il y a des bruits d'orage, des bruits d'apéro, des bruits de ventre qui gargouille. Donc je vais essayer d'être bref et puis je laisserai peut-être le dernier mot à Patrick pour clore avec quelques remerciements peut-être. Ah non, bon. Alors, je vais revenir par mots-clés sur quelques points, en tout cas, c'est un regard bien sûr subjectif, qui m'ont paru particulièrement intéressants. Donc le premier mot-clé que j'ai relevé, c'est le terme de compréhension. Compréhension des différents acteurs, que ce soit compréhension des journalistes, des médias avec les chercheurs, que ce soit compréhension des entreprises avec des chercheurs académiques dans le public. C'est comprendre également sur la temporalité, sur le temps. Chacun a un temps différent, ce temps n'est pas le même, les espaces ne sont pas les mêmes, et également les langues et les langages et les termes qui sont employés ne sont pas les mêmes. Donc ça demande en fait d'avoir des personnes, et alors là c'est un regard très subjectif, donc je m'exprime avec mes termes, d'avoir des personnes qui sont... Je reprends un philosophe, Baptiste Morisot, qui disait des diplomates, des personnes qui sont pliées en deux, c'est-à-dire qui sont à la fois d'un côté d'un acteur, journaliste, et à la fois d'un autre côté parce qu'ils ont eu une expérience de chercheur. Pareil pour l'entreprise, d'avoir des personnes qui viennent du monde de la thèse, de la recherche publique, et qui vont vers l'entreprise. D'avoir ces diplômates-là, ça a plein de bénéfices. Le premier, c'est que ça tisse des liens, ça permet d'avoir justement une meilleure compréhension des uns et des autres, et de permettre également aux uns et aux autres de s'enrichir. Et là, c'est un autre terme que je voudrais revenir aussi, sur lequel je voudrais revenir, qui a été évoqué en tout cas entre les lignes, c'est l'aspect de posture. Parce qu'en fait, dans les discussions que l'on a eues, à chaque fois, c'est des postures différentes. Quelle est la bonne posture d'un scientifique face à un journaliste? Quelle est la bonne posture d'un journaliste face à un scientifique? Quelle est la bonne posture d'un chef d'entreprise face à un chercheur, etc., etc. Donc cette question de la posture, du positionnement, elle est quand même extrêmement intéressante, primordiale, je pense, selon moi, sur les différentes panels et différentes tables rondes que l'on a vues, parce qu'il faut vraiment se poser cette question de posture, de positionnement, de type de recherche que l'on fait. On a vu des exemples de recherche collaborative qui sont extrêmement intéressants, où véritablement on essaye d'entremêler différents acteurs. Mais ce qu'il faut bien voir, et ça je pense que c'est aussi important de le noter, c'est que quand on parle de communication publique de la science, on n'a pas que de la recherche collaborative, on n'a pas que des sciences participatives, on a également des choses qui sont de la communication prosélyte, de la communication des sciences, de valorisation de la recherche, qui sont, je dirais, beaucoup plus classiques. Et ça aussi, c'est des questions de posture. Quelle posture? Verticale, horizontale? On a parlé d'espace, de dimension, etc., qui sont particulièrement, je pense, à questionner, et à questionner sur sa posture soi-même en tant qu'acteur de ces rencontres. Enfin, on a parlé en dernier de convergence d'intérêts. Moi, je rajouterais convergence de valeurs également. C'est vrai qu'il y a cette idée-là que se questionner sur notre posture, et notamment en situation, essayer de se comprendre, c'est pour essayer de converger au maximum, d'avoir des intérêts en commun, et également d'essayer pour tisser des projets ensemble, d'avoir des valeurs qui permettent d'avoir du sens. Et je pense que cette idée effectivement de convergence, elle vient par la suite avec effectivement cette question de la posture, de la compréhension. Et après, une question de fabrication. Ça, je pense que la fabrication des publics, qui est une idée que je trouve très intéressante, cette idée qu'on fabrique nos publics quand on essaye de mettre des dispositifs justement de recherche collaborative, de médiation, de communication. En fait, on est dans de la fabrication, mais les acteurs également nous fabriquent nous-mêmes dans leur représentation. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant, cette idée qu'on se fabrique tous les uns les autres et les situations, et que c'est bien... et que c'est important de garder en tête que ce sont des fabrications, et donc que ces fabrications, elles peuvent être aussi déconstruites, reconstruites, et qu'elles ne sont pas forcément figées. Et enfin, je vais terminer, parce que j'entendais dans la salle qu'il y avait des personnes qui avaient faim, donc je vais terminer sur l'idée de se nourrir.
Mais alors pas se nourrir, voilà le ventre, hein, mais se nourrir dans cette idée d'enrichissement. Je pense que ce qu'on peut garder de extrêmement positif à travers les 3 panels, c'est cet enrichissement. À chaque fois, on s'enrichit en fait en fréquentant des acteurs qui ne sont pas dans son domaine, dans sa discipline, dans son monde académique, d'aller au-delà, d'aller par-delà les frontières, on va dire un peu cloisonnées. Au tout début, ça a été évoqué, il y a de la fragmentation dans l'air. Une des principales causes de perte de la biodiversité, c'est la fragmentation des habitats, mais une des principales causes, je pense, du manque de concertation, c'est aussi la fragmentation de la société. Et donc je pense que pour lutter contre cette fragmentation, peut-être que ces différents mots-clés, il faut essayer de les penser en mouvement et d'essayer de voir comment on peut les mettre en acte maintenant, à l'heure actuelle. Et je pense que l'antenne montpelliéraine, justement, du Collège des sociétés savantes académiques françaises, peut jouer un rôle qui me paraît extrêmement intéressant d'entremêlant justement ces différents acteurs, mais en gardant en tête qu'il faut se questionner sur sa posture, il faut se questionner sur la compréhension, le langage, il faut se questionner sur comment on converge, etc., etc. Voilà, donc c'est quelques termes rapides qui sont loin de refléter la richesse des débats, qui sont loin de refléter, je pense aussi, tous les angles morts que l'on n'a pas, dont on n'a pas parlé. Je dirais que ça nécessite de faire d'autres événements, mais justement, il y a une antenne montpelliéraine maintenant, elle est officiellement créée, donc je pense qu'il n'y a plus qu'à faire. Et donc voilà, c'était le premier événement. Je pense qu'on peut vous remercier d'avoir été si nombreux malgré la pluie, malgré, on va dire, des obstacles temporels. Merci beaucoup. Un grand remerciement au Printemps des comédiens, au Domaine d'eau de nous avoir accueillis. Un remerciement également, je dirais, aux 2 héroïnes, aux 2 organisatrices, Gladys Tout-le-Monde et Florence Marc. Merci beaucoup. Et puis merci à l'ensemble de nos intervenants et de nos intervenantes également d'avoir joué le jeu. Et puis Patrick, je te laisse le mot de la fin en tant que co-animateur de ces panels. Merci, mais pas mal la synthèse. Déjà. Oui. En fait, voilà, les antennes. Alors déjà, c'est la première. Donc c'est remarquable que Florence et Gladys déjà aient accepté de se lancer dans un inconnu total. Donc merci beaucoup à vous et aux autres. Vous êtes, c'est vous que j'avais contacté au départ. Et je vous avais contacté aussi parce que, je me disais, vous allez peut-être pouvoir vous entendre. Et puis surtout, vous êtes de 2 domaines complètement différents. Et ça, c'était vraiment important. Et ça fait vraiment partie des choses qu'on va essayer de généraliser maintenant. Alors, au sein du collège, l'antenne de Montpellier commence à être visible. Donc, on commence à avoir d'autres gens qui disent « Ah, mais moi, dans ma ville, est-ce que vous connaissez des gens avec qui je pourrais m'associer de telle manière à créer une antenne aussi ?» Et ça, c'est vraiment très important. Alors, un des angles morts qu'on n'a pas abordé du tout ici, c'est finalement les relations entre sciences et collectivités territoriales. Non pas dans le sens de les collectivités territoriales financent la recherche, mais dans le sens les collectivités territoriales ont un besoin de science. Ont un besoin de science pour leurs décisions, pour les décisions qu'elles prennent. Et ça, on s'en est très bien rendu compte à un endroit qui s'appelle les entretiens territoriaux de Strasbourg. En gros, c'est la grande réunion de tous les cadres territoriaux. Et il se trouve que maintenant, le collège fait partie du conseil scientifique des entretiens territoriaux de Strasbourg et qu'on a vraiment remarqué le manque de science au sein des collectivités territoriales et le désir de science aussi. Donc ça fait partie d'une des missions des antennes, ça va être de justement aller voir les collectivités en leur demandant de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous savez comment trouver des laboratoires ? Ça, nous, finalement, le collège, comme de manière générale ou dans les antennes, pour le moment, on a très très peu de moyens. Donc ce que l'on est essentiellement, c'est
on est là pour créer du lien. Créer du lien entre des gens qui, sinon, sans nous, ne se parleraient pas forcément. Et ça, c'est vraiment la manière dont on voit les choses. Donc, on n'est pas là forcément pour se mettre en avant en disant « nous, on a fait ça, nous, on a fait ça, nous, on a fait ça », mais beaucoup plus pour faire que des gens qui, eux, sont capables de faire soient mis en contact. Voilà, on est là pour créer des mayonnaises. Voilà, c'est ça, c'est encore une métaphore culinaire, c'est l'heure là. Donc merci à tous et à toutes, et puis longue vie à l'antenne montpelliéraine du collège.